Un message de ma femme, Chloé. Je rentre tard ce soir. Réunion de dernière minute. Ne m'attends pas. Endors-toi. Je ne pouvais pas me douter que ce simple SMS était le prélude à l'enfer. Car 10 minutes plus tard, mon meilleur ami m'a appelé. Ce soir-là, vers 23 heures, une pluie battante a commencé à s'abattre sur Lyon. Je venais de prendre ma douche et je me séchais les cheveux quand le téléphone a sonné. C'était Antoine, mon meilleur ami depuis le lycée. Sa voix était haletante. « Julien, où es-tu ? Je viens de voir Chloé. Je te jure, je l'ai vue entrer dans un hôtel avec Dubois, son directeur. Je suis formel, ce n'est pas une erreur. Je suis dans le bistrot juste en face. La serviette avec laquelle j'essuyais mes cheveux s'est crispée dans ma main. J'ai eu l'impression que mon cœur tombait dans mes chaussettes. Sans poser plus de questions, j'ai dit une seule phrase. « Ne bouge pas de là. J'arrive tout de suite. » J'ai enfilé un manteau à la hâte, attrapé mes clés de voiture. Dans la chambre d'à côté, ma mère dormait profondément, et mon fils Léo, lui aussi, respirait paisiblement dans son sommeil. Je ne leur ai rien dit. Je n'ai pas laissé de mots. Dehors, le vent froid m'a giflé le visage, comme pour me ramener à la raison. Pendant tout le trajet en voiture, mon esprit était un enchevêtrement de pensées. Ma femme, Chloé, était une femme brillante, sociable, appréciée de tous. Durant tout notre mariage, elle avait été une épouse et une belle-fille irréprochable, toujours impeccable. Respectueuse envers les aînés de la famille, elle n'avait jamais haussé le ton une seule fois. Mais depuis 3 mois, Chloé avait changé. Ses retours tardifs se faisaient plus fréquents, prétextant des heures supplémentaires. Quand je proposais de passer la chercher au bureau, elle n'était déjà plus là. Son téléphone était constamment verrouillé par son empreinte digitale et elle le posait toujours écran retourné sur la table. Une fois, je l'ai surprise à effacer précipitamment un message alors que j'entrais dans la salle de bain. Quand je lui ai demandé ce que c'était, elle m'a sèchement répondu « C'est professionnel, ne t'en mêle pas ». Je ne voulais pas devenir ce mari jaloux et paranoïaque, mais ces petites fissures s'accumulaient, menaçant de faire voler en éclats tout l'édifice de notre vie. En arrivant au lieu de rendez-vous, j'ai trouvé Antoine qui attendait sous l'auvent du bistrot. Son visage était rouge à cause de l'alcool, mais son regard était perçant. Il a pointé du doigt l'hôtel de l'autre côté de la rue. Je les ai vus prendre la clé de la 203 et monter par l'escalier. J'ai hoché la tête. Étrangement, mon cœur ne battait pas la chamade. Au contraire, il battait calmement, comme celui d'un homme déjà résigné à tout. Antoine a appelé un autre ami, avec qui il buvait un verre. Nous avons traversé la rue détrempée par la pluie, 3 hommes avançant dans la nuit. Le réceptionniste nous a dévisagés avec méfiance. J'ai dit d'une voix glaciale « Je suis le mari de Madame Chloé Bernard, chambre 203. Ouvrez-nous, ou j'appelle la police. » Le visage de l'employé a blêmi. Au moment où il allait protester, Antoine a brandi son téléphone. On fait un direct sur les réseaux sociaux, peut-être. Finalement, l'employé nous a tendu le passe-partout d'une main tremblante. Le bruit de nos pas résonnait dans le couloir. Ma colère, telle de l'eau bouillante, était dissimulée sous un masque de calme. Au moment où la porte de la 203 secondes est ouverte, j'ai vu Chloé sur le lit, recroquevillée, le drap ramené jusqu'à sa poitrine. Monsieur Dubois, lui, enfilait son pantalon en toute hâte. Une odeur de parfum bon marché mêlée à l'air froid de la pièce m'a donné la nausée. Après quelques secondes d'un silence pesant, Chloé a murmuré mon nom. Julien. Sans regarder personne en particulier, j'ai balayé la pièce du regard. Un soutien-gorge rouge jeté sur une chaise. Par terre, la robe de tailleur de Chloé, abandonnée sans soin. C'était suffisant, je n'ai ni frappé, ni insulté. Je me suis tourné vers M. Dubois et j'ai demandé « Et votre femme, Madame Dubois ? Vous avez des enfants ?» Il a bafouillé une réponse. « Je suis divorcé. » Je me suis de nouveau tourné vers Chloé. « Ma mère et moi, nous t'avons fait une confiance aveugle. C'est comme ça que tu nous trahis ?» En larmes, Chloé a tendu la main vers moi, mais j'ai reculé d'un pas. « Tu n'es plus ma femme. » Quand j'ai tourné les talons pour partir, personne ne m'a retenu. Antoine a voulu se jeter sur Dubois en l'insultant, mais je l'ai arrêté. Laisse ce genre d'individu, la loi et la société s'en chargeront. Il ne mérite même pas qu'on se salisse les mains. Dehors, une fine pluie continuait de tomber.
En silence, j'ai rabattu la capuche de mon manteau et je suis monté en voiture. Sur le chemin du retour, Antoine m'a demandé « Ça va aller, toi ?»« Ça va », ai-je répondu. Je suis même soulagé de connaître enfin la vérité. Il était presque 1 heure du matin quand je suis rentré à la maison. Je suis entré doucement dans la chambre de mon fils, Léo. Il dormait profondément, serrant contre lui un petit oreiller en forme de voiture. Assis au bord de son lit, j'ai longuement contemplé son visage, et soudain, les larmes me sont montées aux yeux. Mais je les ai vite essuyées, refusant de faiblir. Ma mère est sortie de sa chambre, le visage ensommeillé. « Que se passe-t-il pour que tu rentres à cette heure ?» En voyant ma mère, j'ai senti ma gorge se nouer, mais j'ai parlé d'une voix ferme. « Demain, je sors toutes les affaires de Chloé. Elle ne fait plus partie de cette maison. » Ma mère a retenu son souffle un instant. Sans poser d'autres questions, elle est retournée dans sa chambre et a fermé la porte. Elle savait déjà tout. Elle se doutait du comportement de Chloé depuis un certain temps, mais elle n'aurait jamais souhaité une telle fin. Je suis entré dans notre chambre et j'ai sorti une valise de l'armoire. En pliant les vêtements de Chloé un par un, je me suis souvenu de l'époque où nous sortions ensemble. Le petit mot qu'elle m'avait glissé, « Promis, je ne te causerai pas de soucis ». La chaleur de ses bras quand elle me serrait silencieusement lorsque j'étais stressé par le travail. Tout cela me paraissait maintenant une blague cruelle. Les vêtements que je lui avais offerts, chaque rouge à lèvres, tout a été rangé froidement et méticuleusement. Sans laisser le moindre mot, j'ai posé la valise devant la porte d'entrée et j'ai verrouillé. Personne ne mérite d'être trahi de la sorte par la personne qu'on considérait comme son univers. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil, non pas à cause de la douleur, mais parce que j'avais pris la décision la plus ferme de ma vie. Désormais, je vivrai uniquement pour mon fils Léo et pour moi-même. Chloé avait choisi sa voie, et moi, j'avais choisi la mienne. Le lendemain matin, la pluie avait cessé, mais l'air était tranchant comme une lame. Je me suis levé tôt, j'ai préparé un café, et j'ai regardé par la fenêtre du jardin. Ma mère était déjà debout, balayant silencieusement la cour. Nous n'avons pas échangé un mot, mais je savais qu'elle soutenait ma décision. La valise de Chloé était toujours devant la porte. Elle n'était pas revenue de la nuit. Sans doute est-elle restée à l'hôtel, ou était-elle allée chez ses parents. Je n'étais plus curieux. Quand une personne franchit une certaine ligne, il n'y a plus de place pour les excuses. J'avais seulement pitié pour mon fils Léo, 8 ans, qui devait subir l'éclatement de sa famille à cause d'une mère immature. À plus de 7 heures, j'ai emmené Léo à l'école. Sur la banquette arrière, il a posé sa tête contre mon dos sans rien demander. Même arrivé devant l'école, il hésitait à sortir de la voiture. Dans le rétroviseur, j'ai vu que ses yeux étaient rouges et injectés de sang. « Papa, elle est où maman ?» Cette question a transpercé mon cœur comme une dague. J'ai dégluti et répondu à voix basse. « Maman est partie travailler loin pour un petit moment. Toi et papa, on va être courageux tous les deux, d'accord ?» Léo a fait un petit signe de tête, mais je savais qu'il ne comprenait pas tout. Sur le chemin du retour, mon cœur pesait 1 tonne. En arrivant devant la porte, un numéro inconnu m'a appelé. C'était la voix de Chloé. « Je suis désolé. Je sais à quel point tu dois me mépriser. Je n'ai plus le courage de regarder qui que ce soit en face. Je l'ai coupé. Je n'ai pas besoin de tes excuses. As-tu l'intention de voir ton fils ?» Après quelques secondes de silence au bout du fil, j'ai entendu des sanglots. Pour l'instant, j'ai trop peur que Léo me déteste. J'ai parlé clairement. Je ne t'en empêcherai pas. Mais s'il te reste la moindre parcelle d'instinct maternel, surmonte cette peur. Léo n'a pas besoin d'une mère lâche. Je n'ai pas attendu sa réponse et j'ai raccroché. L'amour avait disparu, ne laissant place qu'à une profonde déception. Cet après-midi-là, j'ai appelé Antoine. Merci pour hier soir. Sans toi, j'aurais continué à vivre dans le mensonge pendant des mois. Antoine a eu un rire amer. Je n'aurais jamais cru qu'une personne qui paraissait si droite puisse faire une chose pareille. Je l'ai interrompu. Ne parlons plus d'elle. Je ne veux plus en entendre parler. Puis, j'ai changé de sujet. Je compte envoyer la vidéo de la caméra de surveillance de l'hôtel à l'entreprise de Chloé. Il faut que tout le monde sache quel genre d'homme est ce Dubois. Antoine a répondu. Tu as bien raison. Ce type ne mérite d'être le supérieur de personne.
J'ai allumé mon ordinateur et extrait la vidéo de la nuit précédente. La partie où Chloé et Dubois étaient dans la chambre, sans montage, sans diffamation. J'ai envoyé le fichier, contenant uniquement les faits, à l'adresse email de dénonciation interne de l'entreprise de Chloé. L'impact serait sans doute énorme, mais j'étais sûr de mon action. La vérité devait être révélée, et ils devaient comprendre qu'ils n'avaient pas seulement trahi un mari, mais aussi la confiance de leurs collègues. Le lendemain matin, un ami travaillant dans le même secteur que Chloé m'a appelé. Dubois a été mis à pied, et Chloé a été poussée à la démission. La vidéo que tu as envoyée a mis le feu à toute la boîte. Plutôt que de la jubilation, j'ai ressenti un soulagement, comme si une lourde pierre qui m'oppressait la poitrine avait enfin disparu. Le soir, j'ai quitté le travail plus tôt pour préparer le dîner pour mon fils. Pendant le repas, ma mère, qui me servait discrètement, m'a demandé « Et maintenant, que comptes-tu faire ?» J'ai répondu fermement « Je vais divorcer, sans accord à l'amiable, sans pitié. » Maman, ne essaie pas de m'en dissuader. Ma mère a hoché la tête. Le fait qu'elle dépose en silence un morceau de bœuf bourguignon dans mon assiette était la plus grande marque d'approbation qu'une mère française pût montrer. Une semaine plus tard, Chloé est venue devant la maison. Vêtue d'un manteau ample, elle avait l'air terriblement amaigrie. Je lui ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas laissée entrer. Elle m'a tendu une enveloppe, les papiers du divorce. J'ai signé. J'ai jeté un œil aux documents. Elle renonçait à tout partage des biens et me cédait l'entière garde de l'enfant. Sa seule condition était de pouvoir voir Léo. Je l'ai regardé une dernière fois et j'ai hoché la tête. D'accord, j'espère que tu te retrouveras. Elle a baissé la tête, les yeux remplis de larmes, et a dit « Je sais que je ne suis digne d'être ni une mère, ni une épouse. Je ne demande plus rien. Mais merci de m'avoir aimé sincèrement. » J'ai fermé la porte, sans répondre. La vie est ainsi faite. Certaines personnes ne marchent à nos côtés que pour une partie du chemin. Elles laissent des cicatrices et s'en vont. Et nous, qui restons, devons recoudre nos propres plaies. Ce soir-là, en lisant une histoire à mon fils, Léo m'a soudainement demandé « Papa, maman ne revient plus ?» Je l'ai serré fort contre moi. Maman est partie loin, mais papa sera toujours là pour toi. L'enfant a passé ses bras autour de mon cou. Sa chaleur me suffisait. J'avais choisi ma propre voie. Sans jalousie tapageuse, sans regrets inutiles. Les hommes en France supportent beaucoup, et quand ils atteignent leurs limites, ils ne crient pas. Ils partent, silencieusement. Et c'est précisément à ce moment-là qu'ils deviennent les plus forts. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, j'utiliserais une vidéo montrant ma femme sous son jour le plus terrible. Mais après avoir surmonté la douleur, ce qui reste est finalement la nécessité de rétablir la justice. Une semaine après l'envoi de la vidéo à son entreprise, la rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre. D'anciens collègues de Chloé m'ont envoyé des messages. Le bureau ne parlait que de ça. Tout le monde était sous le choc. Certains la défendaient, disant que c'était sa vie privée et que j'étais allé trop loin. D'autres la critiquaient, affirmant qu'ils avaient toujours su qu'elle était hypocrite. Je ne me souciais plus de ce que les gens pensaient d'elle, mais cette histoire avait besoin d'une conclusion claire. Je ne pouvais pas laisser les traîtres continuer à vivre paisiblement, comme si de rien n'était. Un matin, alors que je réparais le disque dur d'un client, un numéro inconnu m'a appelé. C'était la voix autoritaire d'un homme d'âge mûr. « Monsieur Julien Bernard, je suis le vice-président de l'entreprise où travaillait votre ex-femme. Je dois confirmer la source de la vidéo envoyée par email interne. L'impact sur l'entreprise est considérable. » J'ai répondu calmement. C'est une vidéo que j'ai moi-même enregistrée. Les personnes sur la vidéo sont mon ex-femme et votre directeur, Monsieur Philippe Dubois. Le contenu de la vidéo est factuel, sans montage ni manipulation. Il y eut un silence, puis il a soupiré. Entendu. Nous avons convoqué un comité de discipline interne. Merci de votre coopération. J'ai raccroché, le cœur serein. J'avais fait ce que j'avais à faire, sans faire de scandale, sans chercher à diviser, simplement en exposant la vérité à la lumière du jour. C'était suffisant. Ce midi-là, Antoine m'a appelé pour boire un verre. Nous nous sommes assis dans un petit bistrot de quartier. En me servant un verre de vin rouge, Antoine a dit « Tu as eu la bonne approche. Je t'admire. Tu n'as pas fait de scène. Tu as tout réglé avec une simple vidéo.
C'est comme ça qu'un homme doit agir. J'ai eu un sourire amer. Je savais qu'un coup de poing ne changerait rien. Mais les amener à perdre leur honneur par eux-mêmes, voilà le prix qu'ils devaient payer. Nous avons bu en silence pendant un moment. La douleur dans mon cœur ne criait plus. Elle était déjà une cicatrice, qui picotait parfois, mais ne saignait plus. Dans l'après-midi, je suis allé chercher Léo. Sa maîtresse m'a appelé discrètement à part. Léo est devenu très sage ces derniers temps, mais il reste souvent assis tout seul. Il sourit moins qu'avant. J'ai hoché la tête, les remercié, et suis parti en tenant la main de mon fils. Sur le chemin de la maison, je lui ai demandé doucement. « Léo, est-ce que quelque chose te rend triste en ce moment ?» L'enfant a secoué la tête, puis a dit d'une petite voix. « Les autres, c'est leur maman qui vient les chercher, mais pas moi. » J'ai serré les dents. Ma main sur le volant s'est crispée. Les enfants n'ont rien fait pour mériter de supporter le vide laissé par les adultes. Cette nuit-là, j'ai cherché sur Internet des livres sur la manière de surmonter les chocs psychologiques chez l'enfant. Je devais désormais être à la fois un père et une mère. Je ne pouvais plus laisser mon fils être blessé. Le lendemain, j'ai emmené Léo au parc d'attractions. Et je lui ai acheté la voiture télécommandée très chère que Chloé m'avait autrefois interdit d'acheter, trouvant cela un gaspillage d'argent. Le visage de Léo s'est illuminé d'un grand sourire. Ce soir-là, l'enfant a fait un dessin de famille. Sur le dessin, il y avait moi, Léo, et un espace vide entre nous deux. Je lui ai demandé « C'est la place de qui, ici ?» L'enfant a répondu « C'est la place de maman. » Mais je ne me souviens plus bien de son visage, alors je ne l'ai pas dessiné. Sans m'en rendre compte, j'ai serré l'enfant dans mes bras. La mémoire d'un enfant de 8 ans est vive, mais il avait choisi d'oublier de lui-même. C'était la manière instinctive de son âme fragile de se protéger. J'ai alors compris une autre chose. Le pardon n'est pas seulement pour sa propre paix intérieure, mais aussi pour que les autres, en particulier son propre enfant, ne restent pas éternellement prisonniers de la blessure. Un mois après l'incident, j'ai reçu un SMS de Chloé. On m'a renvoyé. J'ai perdu toute ma réputation, et même mes parents m'ont tourné le dos. Je n'ai plus personne sur qui compter. Et 12 azé. En lisant ce message, je n'ai ressenti ni joie, ni pitié. J'ai simplement répondu « C'est le prix que tu dois payer. Si tu veux voir Léo, préviens-moi. Je fixerai une heure. » Elle n'a pas répondu. Sans doute se débattait-elle dans la honte qu'elle avait elle-même provoquée. Mais je n'étais plus le refuge vers lequel on pouvait revenir après chaque échec. J'étais un père, et ce rôle était le seul que je devais bien remplir. 2 jours plus tard, j'ai dîné avec Antoine et sa femme. Pendant le repas, la femme d'Antoine m'a dit « Julien, tu as bien meilleure mine ces derniers temps. Tu as l'air soigné, et ton regard n'est plus aussi triste qu'avant. » Antoine a plaisanté. « Je te l'avais dit. Quand un homme se ressaisit, sa vie s'améliore. Il se sauve lui-même, sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse. » J'ai souri. C'est peu, être ça. Je ne suis plus le même qu'avant. Le naïf qui croyait que l'amour suffisait à tout rendre possible n'existe plus. Maintenant, je suis plus réaliste, plus solide. Et le plus important, c'est que j'ai appris à lâcher prise. Cette nuit-là, j'ai rangé la chambre. Les affaires de Chloé ont été mises dans des cartons et stockées au grenier. Je ne les ai ni brûlées, ni jetées. J'ai décidé de les garder comme une leçon. Chaque personne qui entre dans notre vie a une raison d'être. Chloé était venue pour m'apprendre à quel point un amour sans confiance est vain. En partant, elle m'a fait comprendre que le cœur d'une personne ne peut être ni retenu de force, ni contrôlé. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai écrit dans mon journal « La vraie liberté, ce n'est pas de ne pas avoir d'attache, c'est de ne pas laisser ses émotions être manipulées par les autres. » J'ai sauvegardé le fichier et éteint l'ordinateur. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis endormi d'un sommeil profond. Un samedi après-midi, alors que je réparais le système de vidéosurveillance d'un petit café du quartier, j'ai reçu un appel vidéo de Chloé. J'ai regardé l'écran quelques secondes, sur le point de refuser, mais mon doigt a appuyé sur le bouton d'appel. Un visage familier mais terriblement hagard et amaigri est apparu. Elle était assise dans un coin d'un studio miteux. Ses cheveux étaient en désordre et son regard était vide de toute lueur. « Pardon » a-t-elle dit, sans même un bonjour. « Est-ce que je peux voir Léo ?»« Juste une fois. » J'ai soupiré et posé mon tournevis. « Je ne t'en ai jamais empêché. »
Tu n'as pas demandé de nouvelles de ton fils pendant plus d'un mois. Il ne se souvient peu, être même plus de toi. Elle est restée silencieuse un instant, puis a éclaté en sanglots. Je n'ai pas eu le courage. Je me sens si sale. Je ne sais pas comment je pourrais le regarder en face. J'ai regardé cette femme à l'écran. Elle avait été ma femme, celle qui dormait à mes côtés chaque nuit. Maintenant, elle ressemblait à une coquille vide, mais la surprise l'emportait sur la pitié. Et d'un autre côté, je me disais que c'était une chance que tout ait éclaté si tôt. J'ai dit, si tu veux voir Léo, viens demain à 9 heures au parc près de la maison. Je l'amènerai. 30 minutes, pas plus. Chloé s'est mordue la lèvre et a hoché la tête. Merci, je sais que je ne mérite rien de plus. Et l'écran s'est éteint. Dimanche matin, après le petit déjeuner, j'ai emmené Léo au parc. L'enfant, ignorant encore tout, était excité à l'idée de faire du toboggan. J'ai fait quelques tours du parc en lui tenant la main. À 9 heures précises, Chloé est apparue. Vêtue d'un vieux manteau, une casquette de baseball enfoncée sur la tête et un masque sur le visage, mais sa silhouette décharnée était reconnaissable. Elle s'est arrêtée à quelques mètres de nous, hésitant à regarder Léo. Je me suis accroupi et j'ai murmuré à l'oreille de mon fils. « Léo, maman est venue te voir. Tu veux aller lui parler un peu ?» L'enfant s'est arrêté un instant, puis a lentement hoché la tête. Il s'est approché de Chloé. Elle s'est effondrée sur ses genoux et a ouvert les bras pour serrer son fils, mais Léo a reculé d'un pas. « Je ne veux pas que maman me prenne dans ses bras. » Sur ces mots, Chloé et moi sommes restés figés. Chloé a tenté un sourire. « Ce n'est pas grave. Maman voulait juste voir le visage de son petit garçon. Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. » Léo a regardé sa mère et a dit d'une voix faible mais claire. « Maman, tu nous as abandonnés, papa et moi, pour aller t'amuser avec un autre monsieur. C'est toi qui as fait une bêtise. » La franchise innocente de l'enfant était aussi tranchante qu'une lame. Chloé s'est effondrée en sanglots sur place. Je regardais de loin, sans intervenir. Je voulais que l'enfant apprenne à affronter ses propres blessures. Quelques minutes plus tard, Léo est revenu vers moi et m'a serré la main. « Je ne veux plus jouer. Papa, on rentre à la maison. » J'ai hoché la tête sans un mot. Avant de partir, j'ai jeté un dernier regard à Chloé. Elle était assise sur un banc, le visage dans les mains, une île solitaire au milieu de ce parc rempli de rires d'enfants. En rentrant, ma mère était en train de tailler les rosiers. En nous voyant, elle a demandé tranquillement. « Vous l'avez vu ?» J'ai hoché la tête. « Oui, on l'a vu. Je me sens un peu plus léger maintenant. » Ma mère est restée silencieuse un instant, puis a fait claquer sa langue. L'enfant est plus intelligent qu'on ne le croit. Une fois qu'une femme perd sa valeur, il est difficile de la retrouver. Je n'ai pas protesté, mais je ne méprisais pas Chloé. Elle ne faisait que payer le prix de ses propres choix. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS de Chloé. « Merci de m'avoir laissé voir Léo. Je sais que j'ai commis une erreur irréparable. Mais si un jour l'enfant a besoin de moi, s'il te plaît, ne l'en empêche pas. » Je n'ai pas répondu. Je savais que ce jour était encore loin. Les 2 semaines suivantes, j'ai commencé à prendre plus de travail. Grâce aux recommandations de mes connaissances, les demandes de récupération de données ou de vérification de caméras de surveillance n'arrêtaient pas. Une vie bien remplie chassait les pensées parasites et rendait mes objectifs de vie plus clairs. Chaque soir, je lisais un livre à Léo. Je l'aidais avec ses devoirs, je lui apprenais à faire ses lacets. J'apprenais à vivre seul, sans dépendre de personne. Un après-midi, alors que je réparais le système de vidéosurveillance d'une bijouterie, la propriétaire, Camille, une femme au début de la trentaine, m'a demandé « Vous élevez votre enfant seul ? Je vous vois souvent avec lui. » J'ai souri et hoché la tête. Mon ex-femme m'a trompé, alors nous avons divorcé. Camille est restée silencieuse un instant, puis a acquiescé. Je suis seul aussi. Personne ne choisit de l'être. Mais c'est la vie, n'est-ce pas? Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de rencontrer quelqu'un qui me comprenait sans que j'aie besoin de me justifier. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Pas à cause de Camille, mais à cause de la sérénité que j'avais ressentie en ayant une conversation sans préjugés. Peut-être que moi aussi, je commençais lentement à ouvrir mon cœur. Mais je sais bien que tout prend du temps. Je ne voulais pas me précipiter. Je ne voulais pas commencer une relation à la hâte juste pour combler la solitude.
Je voulais être entièrement prêt. Pour l'instant, je voulais me concentrer uniquement sur le fait d'être un bon père et un homme qui tient debout par ses propres moyens. Depuis la brève rencontre au parc, Chloé n'a plus donné de nouvelles. Je n'ai pas non plus cherché à en avoir. Tout ce qui existait entre nous était terminé, comme une page de livre déchirée qu'on ne pourrait jamais recoller. J'ai consacré tout mon temps à mon travail et à mon fils. Mon esprit étant plus serein, mon travail s'est aussi amélioré. Mes anciens clients m'ont recommandé à de nouveaux, et j'ai même décroché un contrat de maintenance pour le système de vidéosurveillance d'une grande chaîne de restaurants de la ville. Mes revenus se sont stabilisés, et j'ai pu ouvrir un compte d'épargne. J'ai engagé une lointaine cousine pour m'aider avec le ménage, afin qu'elle s'occupe du nettoyage et de la préparation des repas pendant la journée. Grâce à cela, je pouvais me concentrer sur mon travail l'esprit tranquille. Léo était rayonnant ces derniers temps. Il me racontait avec enthousiasme sa journée à l'école et souriait beaucoup plus souvent. Les soirs où je ne travaillais pas tard, nous jouions au football, regardions des dessins animés ou lisions un livre côte à côte. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir accomplir tout cela après un tel choc, mais quand on est au pied du mur, on finit toujours par trouver un moyen de se relever. Un jour, ma mère, en me voyant faire la vaisselle, étendre le linge et m'occuper de l'enfant, a soupiré. Autrefois, je pensais qu'un homme divorcé ne connaissait que des difficultés. Je ne savais pas que tu serais capable de si bien t'en sortir. J'ai souri, en m'essuyant les mains sur un torchon, et j'ai répondu, c'est parce que je n'ai pas abandonné. Le sourire de Léo me donne la force de continuer. Un soir de semaine, j'ai reçu un message de Camille, la propriétaire de la bijouterie. Elle me demandait si j'étais disponible le week-end. Elle voulait que je vérifie les caméras de sa maison. Son chien aboyait sans raison la nuit, et cela l'inquiétait. J'ai accepté. Le week-end, j'ai confié Léo à ma mère, et je me suis rendu chez Camille. Sa petite maison, située dans une ruelle calme, était coquette et bien entretenue. Camille m'a accueilli avec un doux sourire. Sans maquillage, son apparence était simple, mais elle dégageait une douceur féminine que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Pendant que je vérifiais le disque dur du système de vidéosurveillance, elle m'a servi un thé et s'est assise à côté de moi pour parler de son fils. Son fils, en CE2, vivait avec ses grands-parents maternels à la campagne. Je ne voulais pas que mon fils voie sa mère galérer seule dans cette ville, mais être loin de lui me rend le cœur encore plus vide. J'ai perdu mes mots un instant, puis j'ai hoché la tête. Je comprends. J'ai moi-même pensé à envoyer Léo à la campagne, mais je n'ai pas pu m'y résoudre. Peut-être que nos enfants sont le dernier fil qui nous retient. Camille m'a regardé, les yeux brillants, et a souri légèrement. Peu de gens y arrivent comme vous, Julien. Après ce jour, nous avons commencé à communiquer plus souvent. Pas de conversation profonde, mais des nouvelles prises à une distance respectueuse. Un jour, Camille m'a laissé un Tupperware devant ma porte en disant « J'ai cuisiné en trop grande quantité aujourd'hui, je vous en donne un peu ». Un autre jour, j'ai acheté un livre pour enfants en double et le lui ai donné en disant « Ce sera pour votre fils plus tard ». Tout entre nous se déroulait lentement et discrètement, mais je sentais que quelque chose grandissait doucement dans mon cœur. Malgré tout, je gardais une certaine distance. Non pas à cause de Chloé, mais par peur de blesser quelqu'un d'autre, alors que je n'étais pas encore complètement prêt. Un après-midi, en allant chercher Léo, je l'ai trouvé dans la cour de l'école, assis à côté de sa maîtresse, en train de lire un livre. La maîtresse m'a dit à voix basse, « Aujourd'hui, Léo a fait un dessin de famille. Il a dessiné son père, lui-même, et une autre femme. Quand je lui ai demandé qui c'était, il a répondu, « C'est Camille, l'amie de papa. » J'ai été surpris un instant, puis j'ai souri. Je ne savais pas ce que l'enfant ressentait, mais c'était clairement un signe qu'il ouvrait son cœur. Ce soir-là, alors que père et fils dînaient côte à côte, j'ai demandé, « Léo, si un jour une gentille dame t'aimait vraiment beaucoup, est-ce que ça te plairait ?» L'enfant a hoché la tête sans hésitation. « J'aime bien Camille. Elle sourit tout le temps, elle est comme ma maîtresse. » En regardant mon fils, j'ai senti une chaleur m'envahir. Il était peu, être temps d'ouvrir vraiment mon cœur. Mais je savais aussi que désormais, dans toutes les décisions que je prendrais, la priorité absolue devrait être mon fils. Une nuit, alors que je m'apprêtais à me coucher, j'ai reçu un SMS de Chloé. J'ai entendu dire que tu voyais quelqu'un. Je n'ai pas le droit de m'en mêler,
Mais si cette personne doit entrer dans la vie de notre fils, s'il te plaît, choisis avec prudence. Je ne veux pas que notre Léo soit à nouveau blessé. Hey, j'ai relu ce message plusieurs fois. Aucune émotion particulière ne m'a traversé. J'ai simplement répondu par une phrase. Je sais. Et je ne tolérerai personne qui fasse pleurer Léo, toi y compris. Puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai serré mon fils fort dans mes bras. L'enfant a marmonné dans son sommeil. Papa, ne pars pas. J'ai doucement pris sa main. Papa est là. Dors bien. J'étais en train de changer une ampoule dans l'entrée. J'ai entendu une voiture s'arrêter devant la porte. J'ai d'abord pensé que c'était un livreur, mais en levant la tête, je me suis figé. C'était Chloé. Vêtue d'un manteau usé, les cheveux attachés à la va-vite, elle tenait un sac en papier et un petit récipient en plastique. J'ai posé l'ampoule et suis sorti lui ouvrir. Désolé de venir sans prévenir, a-t-elle dit d'une petite voix, évitant mon regard. Au lieu de l'inviter à entrer, je me suis posté devant la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Chloé s'est mordu la lèvre, puis m'a tendu le sac qu'elle tenait. J'ai préparé un potage de poulet pour Léo. J'ai entendu dire qu'il était un peu enrhumé. J'ai pris le sac et j'ai regardé à l'intérieur. Le potage finement mixé était encore chaud. Elle n'avait jamais cuisiné pour son fils depuis son départ. J'ai posé le sac sur la table de l'entrée et je l'ai regardé. Merci. Mais Léo se repose en ce moment. Ce n'est pas le bon moment pour le voir. Chloé a hoché la tête, mais n'est pas partie. Je suis venu pour te demander de me laisser voir Léo un peu plus souvent. Ce n'est pas pour te le reprendre, c'est juste que je veux vraiment jouer mon rôle de mère. J'ai croisé les bras, mon regard était glacial. Jouer son rôle de mère, ce n'est pas quelque chose que fait une personne qui abandonne son enfant quand il a le plus besoin d'elle. Chloé a baissé la tête, sa voix tremblait. J'ai eu tort, je le regrette chaque jour. Je ne demande pas ton pardon. Juste une chance de me racheter. Je suis resté silencieux un instant. Le visage de Léo m'est apparu, son regard vacillant à chaque fois qu'il posait une question sur sa mère. On ne pouvait pas effacer une mère de la vie d'un enfant, mais il était difficile de la réintégrer comme si de rien n'était. Je vais y réfléchir. Mais je te préviens, si à cause de toi Léo est à nouveau blessé, tu ne t'approcheras plus jamais de lui. Chloé a hoché la tête, les yeux pleins de larmes. Compris. Puis, elle a tourné les talons. Sa petite silhouette frêle a disparu silencieusement au coin de la rue. Ce soir-là, j'ai versé le potage dans un bol, l'ai fait refroidir et l'ai donné à Léo. En mangeant, l'enfant a demandé « Qui a préparé ça, papa ?» J'ai hésité un instant, puis j'ai répondu « C'est maman ». L'enfant a arrêté sa cuillère et a levé la tête, les yeux brillants. « Maman, comment elle a su que j'étais malade ?» Quand j'ai fait un petit signe de tête, l'enfant a mangé son potage avec encore plus d'appétit, les yeux plissés en un sourire. En le voyant, j'ai eu la gorge nouée. L'enfant n'avait rien fait de mal, il avait juste besoin de sa mère, même si cette mère avait commis une grave erreur. J'ai commencé à sérieusement considérer la proposition de Chloé. Non pas pour elle, mais pour mon fils. Une semaine plus tard, j'ai autorisé Chloé à voir Léo à la maison 1 heure chaque dimanche après-midi, à condition que je sois présent. La première fois qu'elle est venue, Léo a couru la serrer dans ses bras. Chloé, en serrant son fils, a laissé couler de grosses larmes. Ils ont joué au Lego ensemble et ont discuté. Assis silencieusement dans le salon, j'entendais les rires de mon fils provenant de la chambre. Je ne pouvais pas le nier. Mon fils avait besoin de sa mère. Et Chloé, après tout, était la femme que j'avais aimée pendant des années et la mère de mon enfant. Elle n'était pas une personne foncièrement mauvaise, mais une femme faible qui avait fait un mauvais choix. Mais une confiance brisée est difficile à restaurer. J'ai tracé une ligne claire entre elle et ma vie actuelle. Un jour, après une de ses visites, Chloé m'a dit qu'elle avait quelque chose à me dire. Je lui ai donné mon accord. Elle m'a regardé en hésitant. « Tu vois quelqu'un, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu. Elle a eu un sourire triste. « C'est Camille, c'est ça ?» J'ai entendu Léo parler d'elle. Il a l'air de beaucoup l'apprécier. J'ai hoché la tête. C'est vrai, mais rien n'est encore certain. Je veux être prudent, pour Léo et pour moi-même. Chloé a levé la tête, les yeux humides. Je sais que je n'ai aucun droit de dire ça, mais j'ai peur. Si Léo appelle quelqu'un d'autre maman, je crois que je ne le supporterai pas. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors, c'est à toi de faire des efforts.
Pas en essayant de reprendre ta place, mais en faisant en sorte que Léo t'appelle maman de la manière la plus naturelle qui soit. Ma relation avec une autre personne ne te concerne plus. » Elle est restée silencieuse, puis a hoché la tête. Après ce jour, Chloé est venue régulièrement. Elle apportait des jouets, des livres, et parfois des plats qu'elle avait préparés. Léo s'est de plus en plus ouvert à sa mère et souriait davantage. Je gardais toujours mes distances. Je ne voulais pas donner à l'enfant le faux espoir que la famille pourrait se reformer. Ma mère, au début farouchement opposée, a adouci sa position après avoir vu Chloé jouer patiemment avec son petit-fils à plusieurs reprises. Si elle est sincère, tant mieux. Mais toi, reste sur tes gardes, ne songe même pas à y retourner. J'ai gravé les paroles de ma mère dans mon esprit. Je ne retournerai pas en arrière. Mais si elle le mérite, je n'empêcherai pas une ancienne personne d'entrer dans la vie de mon enfant. Après tout, Léo ne peut pas vivre toute sa vie avec un père solitaire. Je n'ai pas complètement pardonné, mais j'ai appris à laisser tomber la rancune. Pour ma propre paix intérieure, et pour que mon enfant grandisse dans un environnement sans haine ni conflit. J'ai compris que le plus difficile n'est pas d'affronter le traître, mais d'apprendre à vivre avec dignité après la trahison. Pour que mon enfant, en voyant cela, devienne une personne droite. Un dimanche matin, après avoir déposé Léo à son cours de judo, j'ai reçu un SMS de Chloé. « Est-ce que je peux aller chercher Léo à la fin de son cours aujourd'hui ?» J'ai pris ma journée exprès, j'ai regardé le message un instant, puis j'ai répondu brièvement. « D'accord, sois-y pour 11 heures précises. » C'était la première fois depuis le divorce que j'autorisais Chloé à sortir seule avec l'enfant, pas parce que je lui faisais entièrement confiance. Je voulais lui donner une vraie chance, et je voulais aussi donner à Léo l'occasion de passer du temps seul avec sa mère, sans ma surveillance. Quand je suis allé chercher l'enfant dans l'après-midi, ils étaient assis sur un banc du parc, en train de manger une glace. Léo tenait un nouveau jouet et souriait de toutes ses dents. Cette scène m'a rendu heureux, mais en même temps, une émotion indescriptible m'a envahi. J'étais heureux que l'enfant soit heureux, mais le fait que je m'effaçais progressivement de cette relation mère-fils me laissait perplexe. Ce soir-là, Léo ne m'a pas supplié de lui lire un livre comme d'habitude. Il a lu seul le livre que Chloé lui avait acheté. Après avoir fini, il l'a rangé soigneusement sur l'étagère, est venu se blottir contre moi et a murmuré « Papa, maman est redevenue gentille. Elle m'a promis qu'elle ne partirait plus jamais loin. » Je n'ai pas répondu, et j'ai caressé la tête de l'enfant. Mon esprit était confus. Il était vrai que Chloé faisait des efforts, mais il y a des fissures que quelques rencontres et promesses ne peuvent pas combler. Si je pardonnais tout trop facilement, elle pourrait se méprendre et croire que tout peut redevenir comme avant. Et si tout s'effondrait à nouveau, Léo serait blessé une fois de plus. Quelques jours plus tard, Camille m'a proposé de nous voir dans un café près de chez moi. Elle a dit qu'elle voulait parler de travail, mais j'ai senti qu'il y avait autre chose. Au café, Camille est restée silencieuse un moment avant de prendre la parole. « Julien, je sais que votre ex-femme revoit Léo. Ça ne vous met pas mal à l'aise. Mais j'aimerais que vous soyez honnête. Entre elle et moi, si vous deviez choisir, savez-vous ce que vous voulez ?» J'étais surpris. Je pensais que Camille était toujours douce, qu'elle n'exigeait ni ne pressait jamais rien. Elle avait réfléchi plus profondément que moi. Je me suis redressé et je l'ai regardée dans les yeux. « J'ai énormément d'estime pour vous, Camille. Vous êtes apparue quand j'étais au plus bas et vous m'avez écouté. Mais je suis encore en train d'essayer de trouver un équilibre dans tout ça. Je suis encore quelque part au milieu, vous comprenez ?» Camille s'est mordu la lèvre. Une ombre de tristesse a passé dans son regard. « Je comprends, mais je ne peux pas jouer éternellement le rôle de celle qui attend à côté. J'ai aussi le droit de choisir, et je veux de la clarté. Si vous ne pouvez pas me donner de certitude, alors je me retirerai. » Je suis resté silencieux. Elle s'est levée et est partie aussi discrètement qu'elle était arrivée, laissant un vide étrange dans mon cœur. Cette nuit-là, je me suis retourné dans mon lit sans trouver le sommeil. Je n'en voulais pas à Camille. Elle avait raison. Chacun a le droit à la clarté dans ses sentiments. Je me suis remémoré tout ce qu'elle avait fait pour moi. Les plats chauds, les conversations sincères, la patience dont elle a fait preuve quand je n'étais pas prêt. Camille n'avait jamais rien exigé, mais elle avait toujours été là, silencieusement. En revanche, Chloé avait été à mes côtés pendant des années, mais elle était celle qui avait finalement brisé toute ma confiance. Mais elle était aussi la mère de mon enfant.
Je me suis retrouvé à un carrefour difficile. Quelle que soit la route que je choisirais, il y aurait un prix à payer. Une semaine plus tard, Chloé a fait une proposition inattendue. Dit, et si je venais m'installer dans le quartier? Je pourrais prendre un studio de l'autre côté de la rue. Sans arrière-pensée, juste pour que ce soit plus pratique pour m'occuper de Léo. J'ai longuement réfléchi, puis j'ai refusé. Ce n'est pas la peine. Il suffit que tu viennes voir l'enfant aux heures convenues. Ne donne pas à l'enfant le faux espoir que la famille pourrait se reformer. Chloé est restée silencieuse, le regard perdu au loin. Je ne rêve même plus de ça. C'est juste que l'enfant me manque tellement. J'ai senti ma poitrine se serrer. Je ne détestais plus Chloé. Il ne me restait simplement plus de sentiments amoureux pour elle. Mais je ne pouvais pas non plus ignorer ses efforts. Le problème, c'est que je ne savais pas combien de temps duraient ces efforts, ou s'ils se termineraient par un autre bref regret. C'est alors qu'un événement inattendu s'est produit. Ce soir-là, alors que je me préparais à me coucher, Léo est entré dans ma chambre avec une lettre écrite d'une écriture malhabile. « Papa, lis, maman a dit de te la donner. » En ouvrant la lettre, j'ai reconnu l'écriture penchée de Chloé. « Julien, merci de me donner une chance d'être aux côtés de mon enfant. Je sais qu'une confiance brisée est difficile à recoller. Je n'espère pas redevenir ta femme. Je te demande juste une chose. Si un jour notre fils peut dire fièrement « Ma maman est une personne courageuse », ce jour-là, s'il te plaît, même si c'est un tout petit peu, souris. J'ai plié la lettre, je n'ai rien dit, mais j'ai senti quelque chose fondre en moi. Ce n'était pas de l'amour, mais une vieille rancune. Je me suis assis à mon bureau et j'ai allumé mon ordinateur. J'ai essayé d'écrire dans mon journal comme tous les jours, mais je suis resté longtemps à regarder l'écran vide. Pour la première fois depuis des mois, je ne savais pas quoi écrire. Non pas parce que j'étais confus, mais parce que j'ai réalisé qu'il était temps de choisir. Je ne pouvais pas vivre indéfiniment entre le passé et le présent. Et je ne pouvais pas laisser mon fils grandir dans une famille où toutes les relations étaient fondées sur la pitié ou la peur d'être blessé. Ce jour-là, il pleuvait. J'étais en train de réparer le système de vidéosurveillance d'un vieil hôtel quand j'ai reçu un SMS de Camille. Je pense descendre à la campagne pour travailler. Mes parents vieillissent et j'aimerais être là pour m'occuper d'eux. Et pour arrêter d'attendre quelque chose d'incertain, j'ai besoin de m'éloigner un peu. En lisant ces mots, j'ai senti mon cœur battre à tout rompre. Pas par surprise, j'ai réalisé que j'étais resté silencieux trop longtemps. J'avais fait attendre une femme bien en vain. Parce que j'avais hésité, incapable de mettre un terme définitif à ma relation avec Chloé, tout en sachant que je ne pourrais jamais revenir en arrière. J'ai appelé Camille. Le téléphone a sonné longuement avant qu'elle ne décroche. Sa voix était calme, comme le bruit de la pluie. « Qui a-t-il » J'ai pris une profonde inspiration. « Je suis désolé. Je n'aurais pas dû te faire attendre comme ça. J'ai trop hésité. Mais maintenant, j'en suis certain. Ne pars pas. Je veux que tu sois à mes côtés. Pas comme un substitut, mais en tant que toi-même. » Il y eut un silence. Camille a demandé doucement. « Et Chloé? Et ton fils, Julien ?» J'ai répondu. « Léo a besoin d'une bonne mère, et tu mérites amplement ce rôle. Quant à Chloé, elle est le passé, une leçon que je dois porter, mais elle n'est pas un choix pour l'avenir. » J'ai donné rendez-vous à Camille pour le soir même. Avant cela, je suis allé chercher Léo, et je l'ai ramené à la maison plus tôt que d'habitude. Sur le chemin, je lui ai demandé si Camille venait habiter près de chez nous et que, de temps en temps, elle préparait le repas à la place de papa et s'occupait de Léo. Qu'en penserais-tu? Léo a hoché la tête sans hésitation. J'aime bien Camille. Elle raconte des histoires amusantes, elle cuisine bien, et elle me demande toujours si je m'amuse. J'ai souri. Une chaleur s'est répandue dans tout mon corps. En arrivant à la maison, j'ai envoyé un SMS à Chloé. J'aimerais qu'on se voie un instant ce soir. J'ai quelque chose de clair à te dire. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu sa réponse. D'accord. Je serai là-bas à 19h. Je l'ai attendu sous l'auvent de l'entrée. La pluie tombait toujours en fines gouttes. Quand Chloé est arrivée, je lui ai proposé d'entrer, mais elle a secoué la tête. « C'est bien dehors. » J'ai hoché la tête. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit lentement. « Je sais que tu as fait beaucoup d'efforts ces derniers temps. Pour Léo et pour toi-même, je reconnais cela. Mais il faut que les choses soient claires. Il n'y aura jamais de réconciliation entre nous.
Je vais commencer une nouvelle relation, et je présenterai cette personne à Léo. Le visage de Chloé n'a montré aucune grande émotion. Après une brève hésitation, elle a hoché la tête. Je m'y attendais un peu. Je n'espère plus rien non plus. Juste une chose, je te demande. Peu importe qui deviendra la nouvelle mère de Léo, s'il te plaît, laisse-moi une toute petite place dans sa vie. Ne le fais pas m'oublier complètement. J'ai hoché la tête, la voix ferme. Je te le promets. Mais toi aussi, tiens ta promesse. Continue à montrer le meilleur de toi-même et viens voir l'enfant en tant que mère mature, sans exiger ni interférer. Chloé a eu un faible sourire. De toute façon, je n'ai plus le droit d'interférer. Elle s'est levée et s'est retournée. Sa petite silhouette a disparu progressivement dans la lumière brumeuse. Le soir, j'ai retrouvé Camille dans le café où nous nous étions rencontrés pour la première fois. Elle m'attendait, un livre à la main. Toujours cette même apparence douce qui me mettait à l'aise. Je me suis assis en face d'elle et j'ai doucement pris sa main. Merci de ne pas avoir lâché ma main avant que je ne la lâche moi-même. À partir de maintenant, je ne te laisserai plus jamais attendre seule. Camille a souri, mais des larmes coulaient de ses yeux. Elle a dit d'une voix étranglée, « Je pensais que je devais partir en silence. Je ne savais pas que vous me retiendriez comme ça, Julien. Je ne demande pas grand-chose. Juste que vous chérissiez ce que je peux vous donner. » J'ai serré sa main plus fort. Je voulais la dédommager pour tout le temps qu'elle avait dû attendre dans l'ombre de ma vie. Après ce jour, j'ai officiellement présenté Camille à ma mère. Au début un peu surprise, elle a fini par hocher la tête avec satisfaction en voyant que Camille était douce, polie et s'entendait bien avec Léo. Le passé est le passé. Il faut vivre pour l'avenir. On ne peut pas laisser cet enfant grandir dans une famille compliquée. Je savais que ma mère avait raison, et j'étais prêt à sortir de l'obscurité de mon passé. Camille a commencé à venir de plus en plus souvent chez nous. Elle préparait les repas, aidait Léo avec ses devoirs. Parfois, nous allions tous les trois faire les courses ou au cinéma. Léo était vraiment heureux. L'enfant l'appelait Tata Camille naturellement, sans gêne ni méfiance. Un jour, alors que je lavais la voiture dans le jardin, Léo s'est approché et m'a demandé à voix basse, « Papa, je peux te poser une question ?» Je me suis essuyé les mains et me suis mis à sa hauteur. « Qu'est-ce qu'il y a, mon fils ?» L'enfant a dit d'une petite voix, « Si j'appelle Tata Camille maman, est-ce que ma vraie maman sera triste ?» J'ai perdu mes mots un instant, puis j'ai serré l'enfant fort dans mes bras. « Si Léo est heureux en appelant quelqu'un maman, papa est sûr que ta vraie maman comprendra. » Léo a hoché la tête et a passé ses bras autour de mon cou. « Alors, je peux appeler Tata Camille maman Camille ?» J'ai serré mon fils encore plus fort. Sans m'en rendre compte, des larmes ont coulé sur mes joues. Je ne pouvais rien demander de plus. Le fait que mon enfant puisse appeler quelqu'un maman avec sincérité me confirmait que mon choix était le bon. Un lundi matin, alors que j'allais déposer Léo à l'école, un numéro inconnu m'a appelé. Au bout du fil, la voix calme d'une femme âgée. « Monsieur Julien Bernard, je suis la tante de Chloé. Chloé a été hospitalisée. Le médecin dit qu'il faut l'opérer d'urgence, mais elle n'a personne à ses côtés. » Je suis resté figé. Ma main, qui laçait les chaussures de Léo, s'est immobilisée. J'ai demandé « Qu'est-ce qu'elle a ?» La tante a soupiré. « Un fibrome utérin. » Mais elle a laissé traîner si longtemps que c'est devenu grave. Chloé avait caché sa maladie et n'avait pas cherché à se soigner, jusqu'à ce qu'elle soit transportée d'urgence à l'hôpital. J'ai raccroché, demandé à ma mère d'emmener Léo à l'école, et je me suis précipité à l'hôpital. Quand je suis arrivé, Chloé était sur un brancard, sur le point d'entrer au bloc opératoire. Elle avait l'air extrêmement faible, mais en me voyant, elle a esquissé un faible sourire, comme soulagée. J'ai attendu près de 2 heures devant le bloc opératoire. Mon esprit était vide. Je me suis souvenu des derniers mois, Chloé venant voir Léo discrètement, apportant de la nourriture qu'elle avait maladroitement préparée, acceptant en silence d'être repoussée de ma vie. Derrière cette silhouette décharnée, se cachait une maladie qui la rongeait chaque jour. J'ai pensé que les jours où elle avait coupé les ponts et disparu n'étaient être pas seulement dus au regret, mais aussi à la douleur physique. Être ne voulait-elle pas montrer son visage affaibli à son fils. L'opération terminée, le chirurgien est sorti. L'intervention avait réussi, mais la patiente était si affaiblie qu'un suivi à long terme était nécessaire. J'ai signé les papiers d'admission et réglé les frais d'hospitalisation.
La tante s'est approchée de moi et m'a dit d'une voix étranglée. Merci, Julien. En fait, Chloé ne voulait être une source de pitié pour personne, alors elle n'a rien dit. Elle a caché ça même à ses parents et a souffert seule pendant des mois. Je me suis effondré sur un banc du couloir. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Je pensais tout savoir de Chloé, mais la solidité qu'elle avait montrée récemment n'était pas un jeu d'actrice, mais un combat désespéré pour préserver sa dernière parcelle de dignité. Quand Chloé s'est réveillée de l'anesthésie, je me tenais à côté de son lit et je lui ai tendu un verre d'eau. Elle a paru surprise de me voir. « Comment? Tu as su ?» J'ai répondu doucement. « Ta tante m'a appelé. » Heureusement, ce n'était pas trop tard. Elle s'est mordue la lèvre et des larmes ont coulé. Je ne voulais que personne ne le sache. Je ne voulais pas que Léo voie sa mère malade. Je sais que j'ai fait des erreurs par le passé. Mais je ne voulais pas ajouter une nouvelle erreur dans la tête de mon enfant, celle d'une mère mourante. J'ai pris sa main en silence. Elle était froide et sèche. J'ai soudain ressenti de la compassion. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la pitié pour une personne avec qui j'avais partagé une longue partie de ma vie. Je n'ai rien dit à Léo. Je lui ai simplement dit que sa maman était partie en déplacement pour un long moment et qu'elle ne pourrait pas venir. Chaque jour après l'école, j'emmenais mon fils au parc ou au supermarché. Mais je profitais de ma pause déjeuner pour passer à l'hôpital et apporter du potage ou des fruits à Chloé. Elle restait allongée en silence, sans une seule plainte. Un jour, je lui ai apporté un dessin de Léo. « Regarde, c'est un dessin que Léo a fait hier sur le thème de la famille. Il y a moi, Léo et Camille. En bas, il a écrit « La nouvelle famille de notre fils ». Chloé a pris le dessin. Ses yeux se sont embués, mais un sourire s'est dessiné sur ses lèvres. Heureusement qu'il y a quelqu'un pour l'aimer. Je l'ai regardé. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que nous avions tous les deux vraiment tourné la page. Il n'y avait plus de regrets, plus d'obsession, juste un peu de compréhension et de compassion, l'un pour l'autre. Une semaine plus tard, Chloé est sortie de l'hôpital. Je l'ai conduite dans un petit studio non loin de chez nous. Elle m'a dit, « Dès que je serai remise, je descendrai à la campagne vivre avec ma tante. Je ne veux pas perturber ta nouvelle vie, ni troubler l'esprit de l'enfant. » J'ai arrêté la voiture et je me suis tourné vers elle. « Je ne t'empêcherai pas de voir Léo, mais respecte les limites. Un enfant a besoin d'une mère, mais cette mère doit savoir comment se présenter. » Elle a hoché la tête. « Promis. À partir de maintenant, je serai une mère qui reste à sa place. Sans ambition, sans ingérence, juste un refuge sur lequel l'enfant pourra compter quand il en aura besoin. » Ce soir-là, assis sur le perron, j'ai regardé la faible lumière qui filtrait du studio de l'autre côté de la rue. Léo dormait, et Camille, dans la chambre, pliait des vêtements, jetant parfois un œil vers moi par la fenêtre. J'ai souri, un sourire léger, comme une brise fraîche après une longue et fastidieuse pluie. J'ai compris que le passé ne se termine pas en claquant une porte, mais en lâchant doucement la main, fermement, mais sans cruauté. J'ai pardonné, non pas pour restaurer une relation, mais pour m'alléger et pour offrir à mon fils un avenir qui ne soit plus entravé par le passé. Je me suis marié un dimanche après-midi d'automne. Sans cérémonie fastueuse ni grande réception, nous avons organisé une petite fête dans le jardin derrière la maison. Il y avait moins de 30 invités, nos amis les plus proches, quelques collègues, des voisins et nos familles respectives. Camille portait une simple robe blanche. Sans maquillage excessif, ses yeux brillaient plus que ceux de n'importe quel autre marié. Je portais une chemise blanche et un pantalon sombre. Nous nous sommes tenus la main sous le regard ému de ma mère et de Léo. Aujourd'hui, Léo portait un petit smoking et avait même mis du gel dans ses cheveux. Il n'a pas arrêté de sourire de toute la cérémonie. Alors que je remerciais les invités, j'ai soudain aperçu Chloé, debout de l'autre côté de la clôture. Elle tenait un petit bouquet de fleurs et se tenait tranquillement à l'ombre d'un arbre. En la voyant, je lui ai fait un petit signe de tête en guise de salut. Chloé n'est pas entrée. Après être restée quelques minutes, elle a déposé le bouquet sur une petite table près de la porte et s'en est allée discrètement. J'ai su qu'elle n'était pas venue pour demander pardon ou montrer des regrets, mais pour transmettre des félicitations silencieuses mais sincères. Camille m'a doucement pris la main. Je n'ai rien dit, mais elle a compris. À cet instant, dans le regard de Camille, j'ai eu une nouvelle fois la confirmation que mon choix était le bon. Après le mariage, ma vie a entamé un nouveau chapitre,
Pas parfait, mais serein. Camille s'est intégrée naturellement dans la vie de mon fils et moi. Elle n'a jamais forcé Léo à l'appeler maman, mais l'enfant a commencé à l'appeler maman Camille tout naturellement. Elle s'occupait de la maison comme si elle avait toujours été là. Elle se levait tôt pour préparer le petit déjeuner et, le soir, nous aidions Léo ensemble avec ses devoirs. La maison était toujours remplie de rires. Chloé est ensuite descendue à la campagne pour vivre avec sa tante. Elle a ouvert une petite boulangerie et envoyé parfois à Léo des biscuits qu'elle avait faits, des livres ou des cartes d'anniversaire. Elle a tenu sa promesse. Elle n'a pas interféré dans notre vie, ni créé de confusion, mais parfois, elle demandait la permission de venir voir l'enfant. Après de brèves rencontres, elle retournait tranquillement à sa place. Moi aussi, j'ai tenu ma promesse. Je lui ai permis de garder sa place de mère, pour que Léo puisse comprendre que, même s'il était le fruit d'un amour brisé, il était né d'un amour qui avait été sincère un jour. Une fin d'année, j'ai été invité comme conférencier à une conférence débat pour les familles monoparentales. J'ai raconté mon histoire devant les gens, du choc de la trahison au parcours d'un père célibataire, en passant par le pardon et le nouveau départ. Quand j'ai dit, le plus difficile, après un divorce, n'est pas la séparation elle-même, mais de veiller à ce que son cœur ne se durcisse pas comme de la pierre après la blessure. Garder un cœur capable d'aimer à nouveau. Voilà le plus difficile. Un silence est fait dans la salle. Les yeux de beaucoup se sont rougis. Après la conférence, un homme de mon âge s'est approché pour me serrer la main. Merci. Je suis actuellement dans la même situation. En vous écoutant, j'ai compris. Le divorce n'est pas un échec, et le pardon n'est pas une faiblesse. J'ai souri. C'est exact. J'ai moi-même pensé autrefois que pardonner, c'était capituler. Mais en réalité, le pardon est la dernière étape de la force. C'est seulement lorsque le passé ne peut plus nous emprisonner que nous pouvons enfin être libres. Ce soir-là, en rentrant, j'ai trouvé Léo assis à son bureau, en train de dessiner. J'ai demandé « Qu'est-ce que tu dessines, mon fils ?» L'enfant a levé son dessin et a souri de toutes ses dents. J'ai dessiné notre maison. Il y a papa, maman Camille et moi. Et là, dans le coin, il y a aussi maman Chloé. En bas, j'ai écrit « Dans notre famille, il y a 2 mamans. » En regardant le dessin, j'ai eu la gorge nouée. Le cœur d'un enfant de 8 ans était bien plus grand que celui des adultes. Il ne blâmait ni n'excluait personne. Il aimait simplement toutes les personnes qu'il avait sincèrement aimées. J'ai serré mon fils fort dans mes bras. Dans la cuisine, Camille m'a regardé avec un doux sourire. J'ai compris. Une fin heureuse, ce n'est pas une famille parfaite, mais une famille où il n'y a plus de colère, plus de rancune, plus de peur du rejet. J'ai marché sur un chemin d'épines, mais j'ai finalement appris à aimer sereinement. Assez mûr pour ne pas faire payer aux autres le même prix. Si vous qui écoutez cette histoire en ce moment, vous avez été profondément blessé par quelqu'un au point de vouloir tout abandonner, souvenez-vous de ceci. Vous avez le droit de souffrir, le droit d'être en colère, le droit de partir. Mais ne laissez pas cette douleur vous définir éternellement. Après la pluie, si vous êtes suffisamment bienveillant et patient avec vous-même, vous reverrez un arc-en-ciel. Et être qu'au bout de ce chemin, quelqu'un avec un petit parapluie et un grand cœur vous attendra silencieusement. Merci d'avoir accompagné cette histoire jusqu'au bout. Si vous vous êtes reconnu dans ce récit, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner. Être que cette histoire ne touchera pas seulement votre cœur, mais aussi celui de quelqu'un d'autre qui, en ce moment même, en a plus besoin que quiconque. À bientôt pour une prochaine histoire.